Le 3 août, c'est la date fixée pour le retour des classes terminales et des universités. Le respect des gestes barrières et les mesures sanitaires restent obligatoires car la Covid-19 est toujours là, a martelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son message adressé à la nation congolaise pour la levée de l'état d'urgence sanitaire au pays. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'élever l'état d'urgence sanitaire décrété au pays pour faire face au coronavirus. En voici l'extrait. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, 21 juillet 2020, à minuit, prend fin l'état d'urgence proclamé pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en date du 24 mars 2020 et renouvelé à 6 reprises. Les mesures irrelatives cessent d'avoir effet. Cependant, il doit être clairement entendu que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Par contre, c'est l'indication pour toute notre nation de revenir progressivement à une vie normale, tout en respectant les gestes barrières et d'autres mesures irrelatives. Il est donc question de faire l'équilibre entre notre santé physique, celle de notre économie et la stabilité de notre société. La fin de l'état d'urgence implique le retour progressif à la vie normale en respectant un certain nombre de préalables par rapport aux mesures sanitaires qui seront de stricte observation et à la reprise des activités en fonction des secteurs concernés et suivant les dispositifs mis en place par les autorités compétentes. Mes très chers compatriotes, ces préalables comprendront l'engagement des responsables à faire respecter les mesures spécifiques prises par le gouvernement, le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie et sa prévention, ainsi que l'implication des différents acteurs engagés dans la lutte contre la Covid-19 à tous les niveaux. Quant aux mesures qui doivent accompagner le retour progressif à la vie normale, j'instruis ce qui suit. Premièrement, à partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc., la reprise des rassemblements, réunions et célébrations, la reprise des transports en commun. Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Toutefois, pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application. La population congolaise a donné sa voix par rapport à cette sortie de l'état d'urgence sanitaire annoncée par le chef de l'État. Elle était au micro de Yolande Voka. L'annonce par le chef de l'État de la sortie de l'état d'urgence sanitaire a eu des effets immédiats sur le train-train quotidien de la population. Les Kinois n'ont pas attendu la matinée pour se manifester.
Le cas du couloir Kimbuta-Njili et du quartier Matongue qui ont été envahis à minuit par les manifestations de joie. Comme si les Quinois n'attendaient que ça. Pendant la journée, c'est un grand coup de balai dans les espaces ouverts et autres débits de boissons qui s'apprêtent à accueillir de nouveaux visiteurs. Certains consomment déjà en pleine journée. Je suis très content de la décision du chef de l'État. Il a quand même pensé à nous. On a fait 4 mois, plus ou moins, de chômage. Maintenant, là, nous sommes de retour au boulot. Donc, les bailleurs maintenant seront contents de nous. Donc, je suis vraiment très content du chef de l'État. En tout cas, coup de chapeau. La levée de l'état d'urgence sanitaire ne concerne pas seulement les débits de boissons. Cet engouement vers la bière, poulet mayo et autres kamundele ne devrait pas faire oublier que la maladie circule encore en République démocratique du Congo. Certains en sont conscients, mais d'autres pas. Ah oui, bon, c'est une bonne décision, hein, même s'il y a ceux-là qui disent que non, comment on peut laisser les bars et les terrasses, c'est l'économie, disons. Mais pour les églises, qu'ils attendent aussi, pour les 15. Mais le chef était clair, il a dit que non, c'est progressivement. Non, c'est pas précipité parce que là, il faut qu'on se le dise. Tout était vraiment bloqué. Le pasteur devrait encore s'armer de patience puisque les églises ouvriront au 15 août prochain. L'état de lieu de toutes les activités menées à la Chambre basse du Parlement pendant cette période de la Covid-19 a fait l'objet de la clôture des sessions ordinaires de mars qu'a présidé aujourd'hui la présidente Janine Mabunda. Sylvie Moimbo nous en parle. Cette session de mars aura été la plus longue de notre récente histoire parlementaire. Ouverte le 15 mars, elle se termine ce 22 juillet 2020 au cours de cette plénière qui n'a eu qu'un seul point à l'ordre du jour, le discours de la présidente de l'Assemblée nationale. Dans un exercice éloquent de synthèse, Janine Mabunda Lioko a rappelé une session ordinaire de mars impactée par le coronavirus. Une situation imprévue qui n'a pas empêché l'institution Assemblée nationale de faire son travail. Contrôle parlementaire avec interpellation, questions écrites, mais aussi production législative avec des lois comme celle des personnes vivant avec handicap. L'Assemblée nationale, à la suite de l'initiative du président de la République, a fait passer 2 lois de lutte contre la corruption. Elles ont été inscrites en priorité dans le cadre du respect des engagements internationaux de la République démocratique du Congo. En matière de financement et de crédit, l'Assemblée nationale a examiné et adopté la loi autorisant la ratification de l'accord de financement entre la RDC et l'Association internationale de développement liée à l'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale. La loi autorisant l'accord de crédit pour répondre au Covid-19. Toutes ces lois ont été transmises au président de la République pour promulgation. C'était aussi une session tumultueuse sur le plan politique. Des tensions ça et là, des violations du siège du Parlement. Bref, des événements sombres qui ne sont ni de nature à consolider notre démocratie, ni de rassurer le peuple dont ils sont d'émanation, a dit le speaker de la Chambre basse du Parlement. Par-dessus tout, seule l'unité et la concorde sont la clé de notre réussite. Après le choix fait d'être une république, lors de notre indépendance en 1960, le Congo a adopté définitivement sa forme démocratique par l'adoption par référendum d'une constitution qui a posé les jalons de la démocratie. Cette démocratie donne mandat à ses élus pour, d'une part, présider aux destinées de la communauté et gérer le bien commun, et d'autre part, légiférer et contrôler pour rechercher l'équité, la justice dans la gestion et la répartition des ressources. Et cette forme de gouvernance que nous avons tous librement choisie nous impose de rechercher en toutes circonstances et de respecter la courtoisie et le dialogue institutionnel permanent et les voies pacifiques pour résoudre tout différend pour le bon fonctionnement de nos institutions au meilleur des intérêts des Congolais.
Ayant commencé son adresse en lingala pour une bonne compréhension du travail parlementaire par le peuple d'en bas, la présidente de l'Assemblée nationale s'est émue de la misère du peuple. Dans un élan républicain, Janine Mabunda Lioko, présidente de l'Assemblée nationale, invite tous les députés nationaux à véhiculer un message d'espoir et de fonds à l'avenir. Même exercice à la Chambre haute du Parlement où le président Alexis Tambwe Mwamba a clôturé la session de mars. C'est parti avec Dada Chabani. Je déclare close la session ordinaire de mars et je vous remercie. Cette session ordinaire, clôturée par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, après 37 jours supplémentaires dus à la Covid-19, s'est déroulée durant l'état d'urgence sanitaire décrété le 24 mars 2020 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et prorogé 6 fois. Question de faire la riposte contre cette pandémie qui a paralysé la vie nationale. Le choc de la pandémie du coronavirus aura créé un déclic psychologique ayant permis de décomplexer nos scientifiques des différents secteurs de la vie. Ils devront dorénavant être en mesure d'apporter des réponses aux questions précises de la nation congolaise. Le Sénat veillera à leur accorder des budgets conséquents pour la recherche scientifique et l'innovation technologique. Cette situation sanitaire n'a pas été un pesanteur sur la Chambre haute du Parlement. Pour le président du Sénat, Maître Alexis Tambwe Mwamba, cette session n'a pas affecté l'institution qui a abattu un travail remarquable. Sur les plans de production législative, 2 propositions de loi et 4 projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire ont été votés. 7 projets de loi autorisant l'accord de crédit entre la République démocratique du Congo et ses partenaires financiers, à savoir les Fonds africains de développement et l'Association internationale de développement, ont été également votés. Sur les plans du contrôle parlementaire, les questions orales avec débat et les questions écrites adressées aux membres du gouvernement, parmi lesquelles le Premier ministre, étaient axées sur les questions sécuritaires, sanitaires, éducationnelles, des infrastructures et des affaires étrangères. Les mêmes questions étaient également adressées aux responsables des entreprises publiques. Sur les plans diplomatiques, plusieurs audiences étaient accordées aux personnalités nationales et internationales, tant politiques, économiques, sociales et culturelles. Aux sénateurs qui vont aller en vacances parlementaires, le président du Sénat leur a fait savoir qu'ils ont le devoir de faire le rapport qui touche sur la vie politique, économique et socio-culturelle de leur circonscription électorale. Il a aussi rappelé que le Sénat, qui est l'émanation des provinces, est le défenseur attitré des intérêts des provinces. Restons toujours au Sénat où les présidents étaient avec une délégation du Cercle des réflexions et d'action pour le changement de la province du Congo central, Berthe Mukonkole. Faire un plaidoyer auprès du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, pour l'instauration de la paix durable dans l'Est du pays et mettre fin définitivement aux attaques récurrentes des forces négatives, justifie la présence des hôtes du président du Sénat. Ils étaient signataires des accords de paix dans cette partie de la République et ont tenu à dénoncer l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays. Nous sommes spécialement signataires des accords de paix du mois du 23 mars 2009. Et c'est à l'issue de ces accords que tout aujourd'hui s'est gâché. Parce qu'on a compris qu'il n'y a pas un groupe armé nouveau. Tous les groupes armés qui opèrent aujourd'hui à l'Est, ce sont les éléments résiduels que les gouvernements n'ont pas pu encadrer tout ce temps. Et ce sont eux qui se sont multipliés à une multitude de groupes armés. Alors en qualité du numéro 1 d'une grande institution, nous sommes venus le voir pour faire le plaidoyer par rapport à cette situation de sécurité et trouver éventuellement les pistes de solution. La crise qui sévit au Congo central concernant le fonctionnement de la province préoccupe tous les ressortissants de cette province. C'est dans cette optique qu'il faut placer l'audience que le président du Sénat a accordée à une délégation du Cercle de réflexion et d'action pour le changement de la province du Congo central. C'est au sujet de la question qui déchire le Congo central, à savoir la destitution légale du gouverneur Atumatumbwana par notre Assemblée provinciale, mais dont il ne reconnaît pas l'autorité. Alors que dans le cadre de la loi sur la libre administration des provinces, il est clairement établi
que lorsqu'une assemblée vote une motion, elle est aussi exécutoire. La première dame de la République, Denise Nyakirou, a pris part par vidéoconférence de l'Organisation des premières dames d'Afrique sur l'impact social et économique de la Covid-19 pour la couverture universelle. Seule une des 55 nations membres de l'Union africaine n'a encore recensé le cas de coronavirus. Dans leur quasi-totalité, les États africains sont confrontés à cette pandémie qui mobilise le plus de ressources et d'attention au point de reléguer au second plan d'autres problèmes de santé publique avec des systèmes de santé peu résilients. L'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement a pris la mesure de l'urgence et s'investit pour jouer pleinement son rôle crucial pour le maintien de l'élan des avancées déjà enregistrées sur plusieurs autres luttes, comme celle contre les violences sexuelles, basées sur les genres, les mutilations, grossesses précoces, la liste n'est pas exhaustive. La Covid-19 soumet les pays africains à plusieurs défis et l'OPDAD s'engage à y apporter sa touche. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakirou Tshisekedi, qui a pris part active à ces webinaires organisés par l'OPDAD en collaboration avec le Fonds mondial et qui a permis à chaque première dame participante d'évoquer les spécificités de son pays, s'est montrée très engagée dans la recherche de solutions appropriées à ces défis sanitaires liés au coronavirus. Je partagerai brièvement avec vous autour des mesures de confinement consécutives à la pandémie Covid-19, telles qu'arrêtées par la plupart de nos pays, et l'impact qu'elles ont eu sur les violences basées sur le genre. Vous comprendrez qu'étant championne des Nations Unies sur les questions de prévention des violences sexuelles liées au conflit et ambassadrice UNFPA pour la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme, toutes les questions liées aux violences me préoccupent fortement. Le système sanitaire de nos différents pays en termes de continuité, de disponibilité et d'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction est lourdement impacté par les mesures de confinement. Les activités de sensibilisation sur les pratiques néfastes et leur suivi faites par les ONG et autres structures ne sont plus possibles ou sont lourdement en baisse. Même si la sensibilisation demeure une arme efficace à la fois pour lutter contre la Covid-19 et les violences basées sur le genre, je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle. Continuons à travailler dur pour sensibiliser nos populations, pour améliorer leur prise en charge et les autonomiser au maximum. Les échanges d'aujourd'hui devraient nous permettre de dégager des pistes de solutions pour nous en sortir durablement, c'est-à-dire à la fois vaincre la Covid-19 et se donner des moyens d'atteindre l'objectif de couverture universelle en matière de santé, qui vise à ce que tous les individus aient accès aux services de santé sans encourir des difficultés financières. En plus des premières dames qui ont assisté à ce forum, les agences des Nations Unies et autres experts se sont mobilisés pour ces discussions orientées sur l'impact sanitaire et socio-économique de la Covid-19. Remise et reprise dans une institution du pays. Le premier président de la Cour de cassation vient de prendre officiellement ses fonctions. Cédric Kenina était sur place pour cette cérémonie. C'est dans la convivialité et le respect mutuel que s'est déroulée la cérémonie des remises-reprises à la Cour de cassation. Le nouveau premier président nommé par ordonnance présidentielle, David Christophe Mukendi Musanga, prend officiellement ses fonctions en remplacement de l'intérimaire Mukengule Muderwa. Une cérémonie sobre, reflet de la douleur encore visible du décès du premier président de cette cour, Dominique Tambwe Wakaniki. L'entrant promet de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs en apportant un plus dans la refondation de l'appareil judiciaire impulsé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Actuellement, le travail qui est privilégié est un travail d'équipe et ceux qui nous ont précédés n'ont pas failli à ce devoir. J'entends suivre leurs pas et améliorer là où il le faut. Que la magistrature qui était tout le temps vilipendée, traînée dans la boue, se redresse dans l'imaginaire populaire. Tout cela, il faut le reconnaître, parce que le discours politique a changé au plus haut niveau du pays. Tout le temps, c'était sur le magistrat que l'opprobre était jeté. Aujourd'hui, on élève la justice au point d'en faire un pilier de l'avènement du droit
de l'état de droit. Faisons en sorte que cela ne soit pas déçu. Consolidons cette opinion par les actes que nous allons poser. La famille judiciaire a présenté ses félicitations au nouveau premier président de la Cour de cassation. Remise et reprise également à la réserve stratégique nationale. Patrick Moukouy nous en dit plus. C'est une ère nouvelle qui commence à la réserve stratégique nationale. L'effervescence constatée ce matin du mercredi 22 juillet en dit long. Au cours d'une brève cérémonie présidée par le directeur de cabinet ad intérim du chef de l'État, le professeur Désiré Cachemire Ebérande, Madame Bidiafou Makedika Dadi, récemment nommée coordonnatrice de la réserve stratégique nationale par ordonnance présidentielle, a officiellement pris ses fonctions. Après avoir passé 17 ans à la tête de la RSN, Madame Myriam Titawa Kingé cède la gestion de cette structure spécialisée de la présidence de la République. Un changement au goût d'une délivrance pour ses agents. Si aujourd'hui vous avez vu tout le monde jubiler, c'est parce que nous sentons que nous sommes maintenant en train de prendre un bouffée d'air. Donc une délivrance a été vraiment acquise aujourd'hui avec le changement et nous croyons que la nouvelle équipe qui vient de commencer va vraiment prendre le bâton et le flambeau et puis nous pousser vraiment au travail et percer davantage. Grand merci au chef de l'État, grand merci parce que le bon Dieu lui a eu à toucher son cœur suite à nos prières, nous avons eu à chercher. Il y a toujours un canal de bénédiction, donc lui il a été comme un canal de bénédiction. Nous avons beau souffrir, nous sommes les rejetés de la présidence. La réserve stratégique nationale est donc ce service créé avec pour mission de constituer de réserves de produits stratégiques par la production et ou l'achat en vue de permettre à l'État de faire face à des situations de crise, des pénuries, de calamités naturelles et de catastrophes. Madame Bidiafou Dadi et ses 3 adjoints ont désormais la lourde charge d'assurer et de promouvoir la production agro-pastorale et industrielle de produits de première nécessité et distribuer en gros et réguler le stock de ce produit en fonction des besoins de la nation. Remise et reprise encore au corps de santé militaire des FRDC. Images et commentaires. Le sous-chef d'état-major général, le général de brigade Kilumba Kalala Don de Dieu, a au nom du chef d'état-major général, général d'armée Mbala Moussese, présidé une cérémonie officielle des passations de commandement entre le général-major Ngomo Weninda Monique et le général de brigade médecin Kaloumé Kapé Jean-Jacques. Les bâtiments du quartier général du corps de santé a servi de cadre à cette cérémonie. Dans son mot, le commandant adjoint du corps de santé militaire sortant a rassuré à son prédécesseur un soutien total. Au commandant corps du service de santé, pas grand-chose à vous dire. Juste vous rassurer de notre appui et de notre soutien. Pour sa part, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Monique, n'a pas manqué de mots pour exprimer ses sentiments. Je suis dans la joie. Je remercie mon Dieu pour cette nomination et je rends les hommages les plus déférents au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir pensé à ma modeste personne. Pour terminer, il y a eu la signature du procès verbal de remise et reprise et la remise de fanion, commandement du général-major Ngomo, nouveau commandant. Forum sous-régional sur l'évaluation de la mise en œuvre et l'action de la déclaration de Beijing 25 ans après a eu lieu aujourd'hui sous la présidence du ministre d'État du genre Béatrice Lomea. Les détails avec Yvette Mankoutima. La République démocratique du Congo, plaque tournante sur les questions du genre, les forums régionaux sur l'évaluation de la mise en œuvre de la déclaration et du plan d'action de Beijing 25 ans après, offre cette opportunité sous fond des crises sanitaires et dans une ambiance participative d'évoquer des thématiques liées à la génération égalité, à savoir les violences basées sur le genre, les droits économiques et justice économique, le droit à disposer librement de son corps, le droit sexuel et reproductif. Un aréopage des thématiques proposées par le Forum pour le droit des jeunes et enfants au Congo, FOJEC, qui n'occulte pas les contextes sanitaires préoccupants, qui appellent à un rôle de premier plan des femmes, a reconnu la ministre d'État, ministre du genre, enfants et famille, Béatrice Lomea Tilité, présidente du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre, à l'ouverture de ces assises.
C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui ne cesse d'exprimer son souhait de voir la situation de la femme congolaise s'améliorer davantage, aussi bien dans l'espace public que privé. J'encourage donc la coalition Beijing plus 25 des organisations de la société civile qui va naître après ces assises dans la quête de l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme pour des réflexions capables de booster le plan de travail annuel de mon ministère et faire avancer nos actions prioritaires communes à cette période de la pandémie à coronavirus. Après évaluation gouvernementale sur ces mêmes sujets, les 10 forums vont se dérouler en 2 phases, dont la première, ainsi lancée, regroupe près de 80 participants venus du Congo, du Congo central et de Kinshasa. La seconde, prévue au mois de septembre, va regrouper la République du Congo, le Cameroun, la République démocratique du Congo et ses 2 provinces, les Kasaï et une partie des acteurs de Kinshasa. Produire les gaz méthane du lac Kivu pour l'électricité. Tel est l'objet de l'atelier ouvert aujourd'hui par les ministres d'État des hydrocarbures Rubens et Mikindo. Reportage Janine Kalinga. Quel est à ce jour le degré d'exécution de l'important projet sur l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu pour produire de l'électricité? La question a mobilisé ce mercredi les nombreux participants, experts et officiels à l'atelier dont le point de départ a été laissé aux soins du ministre d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima. La session se tient en format vidéoconférence avec à la manœuvre les directeurs des cabinets Sabra Mpoyi Wampoyi. Pour rappel, ce projet est attribué au consortium chapeauté par la société tunisienne Engineering, Procurement and Project Management SA et PPM. Nous avons besoin de l'énergie électrique. Nous avons du gaz qui aime dans l'électricité. Je pense que le moment est arrivé. Le rassemblement de Rotana a été salué par les députés nationaux du Nord et Sud Kivu qui ont pris part à cet atelier. Le ministre d'État a évoqué les phases du projet, la première consacrée aux études pour une durée de 9 mois et évaluée à plus de 8 millions de dollars. Le ministre d'État a évoqué les phases du projet. La première consacrée aux études pour une durée de 9 mois est évaluée à plus de 8 millions de dollars américains. La deuxième liée à l'exécution des travaux pour 24 mois à plus de 140 millions de dollars. La troisième enfin consacrée à l'exploitation et à la commercialisation pour une durée de 27 ans et 3 mois à plus de 168 millions de dollars américains. À l'issue de ce journal, vous suivrez une page magazine sur la campagne de vulgarisation du Code minier révisé avec le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous sur la RTNC. Bonne nouvelle pour les agents et cadres du ministère de la Recherche scientifique. Ils viennent de bénéficier d'un don de 2 bus, dotation du fonds propre du ministère. Reportage Marie-Kalong Igwezia. Le transport en commun est un casse-tête pour tout citoyen vivant à Kinshasa. Le personnel du ministère de la Recherche scientifique et du cabinet du ministre de tutelle se sont livrés tout le jour à ce sport involontaire qui est se trouver un transport chaque matin. Le ministre José Pandakabango, qui se soucie des conditions de travail des agents et cadres de son ministère, s'est résolu de faire une dotation de 2 bus, l'un pour le secrétariat général et l'autre pour son cabinet. Ces véhicules de transport allègent sans contexte les conditions de locomotion de ces fonctionnaires de l'État. Ces engins acquis sur fonds propres ont été remis aux usagers par le ministre José Pandakabango. Le patron de l'administration de la recherche scientifique, le secrétaire général, a exprimé toute sa gratitude au ministre au nom de tous les agents. Nous avons eu pour la première fois le bus de transport du personnel de notre administration en 2001. Donc ça fait au moins plus de 15 ans que nous n'avons plus de moyens de locomotion pour le personnel. C'est une grande joie pour mon administration et surtout qu'avec les difficultés de transport ce dernier temps, ça va permettre aux agents d'être au bureau à temps. Bien que nous avons un grand personnel, un nombre important de personnel, nous ferons de sorte qu'avec des tours, on pourra ramener l'essentiel du personnel. En bon père de famille, il a promis de gérer avec efficience cette dotation.
Aussitôt la levée de l'état d'urgence sanitaire au pays, les élus de Kinshasa étaient à séance de travail avec le ministre de la Santé, Eteni Longondo, sur la situation sanitaire. Soucieux de la situation sanitaire du pays au lendemain de la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État, les députés membres du caucus des élus nationaux de la ville-province Kinshasa ont été reçus en audience ce mercredi 22 juillet 2020 par le ministre de la Santé. Eteni Longondo leur a expliqué que la situation est plus ou moins stable dans la capitale, annonçant toutefois que la courbe de la pandémie à coronavirus reste encore ascendante dans certaines provinces du pays. Au sortir de l'audience, les députés ont exprimé leur satisfaction ragaillardi par les informations puisées à la source. Le ministre de la Santé nous a invités à une séance de travail pour nous faire part de l'évolution de la pandémie dans la ville de Kinshasa. Kinshasa étant un épicentre, il nous a associés, et d'autant plus que nous sommes dans une période d'incertitude de la fin de l'état d'urgence, c'est un inconnu. Donc il faut multiplier les vigilances, il faut davantage les respects des mesures barrières. Et c'est un rôle qui incombe aussi à nous, élus du peuple. Donc nous devons sensibiliser la population. La fin de l'état d'urgence n'est pas synonyme de la fin de la maladie, de la fin de la pandémie. Donc nous devons faire attention. C'est un peu dans ce sens-là que nous avons échangé avec le ministre. Il nous a rassuré de l'évolution de la maladie. Nous pouvons dire à ce stade que les résultats escomptés sont positifs. Nous allons restituer à notre base et nous mettrons l'accent sur la sensibilisation. Au demeurant, même si l'état d'urgence appartient au passé, le gouvernement de la République va continuer à promouvoir la stratégie de la prévention de la Covid-19. Celle-ci consiste à vulgariser le port du masque, à faire respecter la distanciation physique et à suivre et soigner les personnes contaminées. D'où l'implication des élus du peuple s'avère nécessaire. Sensibilisation à la Covid-19, le sujet au centre de la rencontre entre les ministres d'État, ministre de la Communication Jolino Makelele et l'ancien entraîneur de l'équipe nationale Florent Ibenge. Levée de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Le chef de l'État l'a annoncé à travers les médias, raison pour laquelle le ministre d'État de la Communication et Médias a rencontré l'entraîneur de l'SV Club, Florent Ibenge, afin de mettre en place une série d'activités pour continuer à sensibiliser la population sur cette pandémie. À partir d'aujourd'hui, l'état d'urgence est terminé, mais la maladie n'est pas terminée, donc il faut continuer à sensibiliser la population pour que cette maladie ne se répande pas encore plus vite qu'elle ne le fait. On a eu la chance, entre guillemets, d'être un petit peu préservé par rapport à par rapport aux dégâts qu'elle fait dans le monde entier. Donc il faut que ça continue, que l'on puisse baisser, on sait que dans l'avenir on vivra avec cette maladie, mais qu'elle ne puisse pas tuer comme elle l'a fait ailleurs. On va travailler ensemble pour voir la meilleure façon de pouvoir communiquer et puis essayer de sauver le plus possible les gens et conscientiser sur le fait que cette maladie est dangereuse et qu'elle existe bel et bien ici au pays. Donc on va faire quelques actions, descendre sur le terrain pour que les gens puissent nous voir et voir qu'on s'implique réellement. Il faut noter que le chronogramme de la reprise des activités annoncées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, doit être respecté par tous. Parlons voirie dans ce journal avec la réhabilitation de routes dans le Sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabidje tient à tout prix à la modernisation de sa province.
6,8 km sur les 20 km prévus dans le contrat gouvernement congolais SOCOC pour la réhabilitation de la voirie de Bukavu. Eh bien, ces 6,8 km ont été réalisés dans la ville de Bukavu. C'est dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ingénieur Christian Faisal, conducteur des travaux chez SOCOC, rassure que son entreprise est déterminée à arriver jusqu'au bout avec les travaux si le décaissement des fonds s'est fait également régulièrement. Les usagers des routes de la ville de Bukavu et des environs remercient le chef de l'État, remercient également le gouvernement congolais et l'entreprise SOCOC pour la qualité des tronçons routiers déjà asphaltés. Et nous remercions le chef de l'État, il doit continuer comme ça. SOCOC, c'est une société qui travaille sans faille. Nous les trouvons toujours sur le terrain, nuit et jour. Nous les apprécions aussi. C'est là, nous qui sommes les consommateurs de transport, vraiment nous disons merci au chef de l'État. Parce que 5 cm, c'est une couche qui est suffisante et nous pensons qu'elle est solide et ça va quand même nous aider. Maintenant, nous sommes en train de palper, nous vivons la réalité du projet des 100 jours. Vous voyez comment est-ce que la ville est devenue propre. Actuellement, les tronçons routiers du Bukavu déjà modernisés sont notamment Place Moulamba Feu Rouge, Bralima Kazingo, sur la RN2 axe Bukavu-Kavumu et une partie de la route Place Moulamba vers Muhumba. Ces travaux sont exécutés au même moment dans la ville de Goma au Nord Kivu, sous financement du Trésor public à travers le Fonds national d'entretien routier, FONER en cible, a indiqué notre source. Le groupement VAC, TCE et Conspers assurent la mission de contrôle, tandis que l'OVD fait la mission de surveillance. À l'occasion du centenaire de la fondation de l'église kimbanguiste, un projet de construction de nouvelles bâtisses vient d'être lancé par le chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu. Tétis Samba nous en dit plus. L'église kimbanguiste se prépare pour la célébration du 100e anniversaire de sa fondation le 6 avril 2021, manifestation qui se déroulera à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Plusieurs personnalités politico-administratives traditionnelles et coutumières sont attendues à cette célébration. Le chef spirituel représentant les gars de l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Tiangani, met déjà les batteries en marche pour réussir l'accueil. Un projet de construction d'une centaine d'appartements vient d'être lancé. Ces travaux s'exécutent sous la supervision de son conseiller direct en charge de l'économat, André Mbenza Kiangani, qui a procédé dernièrement à une visite d'inspection de ces 10 travaux. L'année prochaine, la cité sainte d'Unkamba brûlera au rythme du centenaire de la fondation de l'église kimbanguiste. Avec la levée de l'état d'urgence sanitaire, les préparatifs s'accélèrent puisqu'il ne reste que quelques mois pour aboutir à la date prévue. Un journal de Joël Lungenza, merci à Ramadan Poki et à Simon Kankolongo, sans oublier Diane Balaka. Nous dédions ce journal à notre consoeur Sandra Nyangitabu qui vient de souffler une bougie de plus dans sa vie. Excellente soirée sur la RTNC et au revoir.